Peut-être du point de vue effectivement tout nouveau en politique, j'ai engagé entre guillemets une carrière politique qui n'ira pas très loin à 60 ans, parce que j'avais envie d'incarner d'une manière plus concrète un certain nombre d'idéaux dans lesquels je croyais, en particulier cette double question qui me taraude depuis longtemps, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants et quels enfants allons-nous laisser à la planète, qui est en réalité la même question structurante autour de laquelle je travaille depuis des années. Donc je me suis engagé en politique et j'y découvre les règles du jeu avec beaucoup de surprise, en jouant parce que c'est la seule manière de s'en sortir, la candeur calculée, qui permet de faire croire qu'on ne comprend pas ce qu'en réalité on vous demande de trop vite et de trop bien comprendre dans le monde des politiques. Alors, pour aller à l'essentiel, moi je dirais que les politiques culturelles aujourd'hui s'inscrivent d'une manière plus large dans une question qui est celle de ce que Bernard Stiegler, mon collègue, nomme l'impérialisme du capitalisme pulsionnel. C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui globalement a transformé tout en biens de consommation. Nous sommes dans une société du tout de suite, de l'immédiateté, du caprice mondialisé, où la pulsion de consommation est devenue la matrice du comportement humain. Les enfants que je connais et que je côtoie sont en permanence dans la pulsion, c'est-à-dire dans le contraire du désir. La pulsion, c'est ce qui, quand c'est réalisé, nous fait revenir à l'électroencéphalogramme plat. Le désir, c'est ce qui, quand c'est réalisé, nourrit encore du désir. Le désir d'apprendre ne tue pas la volonté de savoir, mais au contraire, quand on a appris, donne encore plus envie de savoir. Le désir amoureux ne tue pas le souhait d'être près de la personne aimée, mais l'inverse, même quand il est réalisé. Et nous sommes dans une société de la pulsion qui tue le désir, et qui tue aussi le désir d'entrer dans la pensée sous toutes ses formes, la pensée artistique, la pensée de la création, mais aussi la pensée de l'intelligence, des modèles de compréhension du monde. Et je crois que derrière toutes les politiques de la culture, au sens technique du terme, il y a d'abord une question d'installation dans nos sociétés de ce que j'appellerais volontiers des espaces de décélération. Je pense que nous sommes dans une société qui a besoin d'espaces de décélération intellectuelle, de décélération, qui a besoin de débrancher en permanence ses téléphones portables, de se débrancher un peu d'Internet, en tout cas de ne pas être complètement accro à YouTube et à Dailymotion, et d'être capable de ne pas être en permanence dans une situation d'enfant zappeur. J'ai tendance à penser que tout un capitalisme économique est en train de formater la culture autour du pulsionnel pur, de la satisfaction immédiate, et que cela aboutit à toute une série d'effets, par exemple la question des intermittents. La question des intermittents est une question qui m'a toujours intéressé parce que c'est la question de l'invisibilité et de l'inexistence du temps non vu. Ne pas payer quelqu'un qui ne travaille pas, dont on ne voit pas le travail, c'est ne pas reconnaître qu'il y a un temps invisible de préparation, de maturation, de mûrissement, et que ce temps-là, il a besoin d'être pris en compte, et que la société ne prend pas en compte simplement le temps de la production au sens strict, telle qu'elle est vendue sur le marché des biens. Alors par rapport à ça, et dans ce cadre très général, qui me paraît devoir être posé en amont, d'une certaine manière, de la question des politiques culturelles, c'est la politique de la culture qui semble devoir être interrogée, et c'est la place de la culture et plus globalement de la pensée dans une société qui, me semble-t-il, a tendance à l'écraser dans des comportements qui ne la rendent pas possible. Là-dedans, je verrais volontiers trois stratifications importantes pour moi en matière de politique culturelle. Une première qui a été relativement réussie, même si aujourd'hui on en sent un petit peu l'effondrement, c'est le travail sur la richesse de l'offre culturelle. Je pense que nous savons à peu près bien faire ça, et même si nous manquons d'argent, même si les artistes manquent d'argent et ne sont pas soutenus suffisamment dans la proposition des offres culturelles, je pense que c'est quelque chose que les politiques ont appris à faire et à plutôt bien faire, même s'il faudra bien évidemment, dans les temps qui viennent, refonder cette politique. Il y a une deuxième strate qui est le travail sur l'accès à la culture. Alors l'accès, comme l'a dit Denis Podalides, c'est d'abord évidemment une question de transport et de lieu, c'est aussi une question financière. La région Rhône-Alpes, dans laquelle je travaille, a une carte qu'elle donne à tous les lycéens, à tous les apprentis, qui leur permet d'accéder à des spectacles, qui leur permet d'accéder à des places de cinéma, qui leur permet d'accéder aujourd'hui à des téléchargements Internet, etc. C'est un accès, on facilite l'accès.
Et ça, je crois qu'on a appris à le faire. Il faudra probablement mieux le faire encore. Il faudra mettre en place des politiques de facilitation technique à l'accès à la culture. Mais je crois que c'est quelque chose que, globalement, on a à peu près bien réussi. La troisième strate, qui est plus problématique et qui est plus polémique, c'est le travail sur la demande. Alors, j'ai bien conscience de m'avancer sur un terrain un peu glissant, parce que j'entends ici ou là ceux et celles qui disent on ne peut pas assujettir la politique à la demande, la politique culturelle à la demande de culture. Évidemment. Et nul ne le souhaite, et surtout pas moi. Néanmoins, on ne peut pas pour autant ne pas poser la question de la demande. C'est un peu la vieille question, je l'évoque dans la petite intervention que j'ai faite dans l'IB d'aujourd'hui, que posait déjà Pierre Bourdieu en 1966, quand il disait, à propos de la fréquentation des musées, que l'offre de biens culturels accroît les inégalités, puisque cette simple offre de biens culturels subordonne l'accès à la culture à ceux qui disposent du pouvoir symbolique qui lui permet de recevoir. C'est ainsi correspondant sur le théâtre vivant, sur les arts vivants, les arts spectacles, on voit bien que la multiplication des places de théâtre ne signifie pas la multiplication des spectateurs, mais très largement la multiplication du nombre de fois que les mêmes spectateurs vont au théâtre. Ce qui est une très bonne chose, mais qui, à mon avis, ne suffit pas. Et je crois que la question aujourd'hui, c'est est-ce que nous saurons faire une politique non pas d'assujettissement de l'offre et de l'accès à la demande préexistante des gens, mais qui accompagne l'émergence d'une demande de culture. Et je crois que là, c'est bien évidemment à la fois la question de l'école et de la place de l'expérience artistique dans l'école qui est posée, mais aussi évidemment la question de la médiation culturelle sous toutes ses formes, et pas nécessairement sous des formes démagogiques. Il peut y avoir de la bonne médiation culturelle. J'étais ce matin à animer un stage de l'ANRAT avec des enseignants du premier et du second degré qui se veulent des médiateurs culturels et qui viennent ici à Avignon entendre, comprendre et essayer d'entrer dans les œuvres pour les faire partager. Je crois que ces médiateurs-là méritent d'être plus reconnus, moins marginalisés, d'avoir une place dans la société et de n'être pas simplement considérés comme des empêcheurs de tourner en rond. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de travail devant nous pour remettre la Maison Culture sur ses rails, pour redonner confiance aux hommes et aux femmes de culture, qu'il faudra renforcer l'offre culturelle, améliorer l'accès et faire en sorte que la demande de culture soit plus exigeante et plus démocratique. Juste un dernier mot. Là, moi aussi, je sombre un peu quand j'ai le trac dans le bavardage, comme Denis Podalides. L'expression de culture élitiste pour tous est une belle expression, thèse, si je ne m'abuse. Elle est néanmoins un tout petit peu paradoxale et, à mon avis, je la trouve pour ma part un peu démagogique dans sa manière d'associer des termes de façon aussi paradoxale. Je dirais excellence pour tous, plutôt qu'élitisme. L'excellence pour tous, pour moi, est évidemment quelque chose d'absolument essentiel. Je trouve que le mot élitisme renvoie malheureusement trop souvent à une tendance un peu endogamique à ne voir l'élitisme que dans le mimétisme d'une certaine façon de se comporter ou de certaines affinités culturelles. Je dirais l'excellence, et l'excellence peut être partout, à tous les niveaux et dans tous les domaines. Et l'excellence, je crois qu'effectivement tout le monde y a droit et qu'à ce titre, il y a un énorme travail de médiation à faire pour permettre aux citoyens, aux citoyennes d'y accéder. La notion d'élitisme, signifie simplement qu'il peut y avoir une œuvre qui ne puisse véritablement passionner qu'une petite partie de la population et qui ait néanmoins un sens universel. Tout à fait. Je pense que c'est ça, et c'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas quantitatif, oui. C'est ça qui est souvent très dur à faire admettre, mais y compris à soi-même. Parce que souvent ces débats-là, les artistes dans les 20 dernières années les ont complètement intériorisés. Ils se disent, mais pour qui je fais tout ça? J'ai fait un bid, j'ai pas l'argent, j'ai pas ma subvention, et ils se disent finalement c'est parce que c'est de ma faute. Hein. En fond, c'est parce que je suis pas le meilleur, qui sont d'ailleurs aussi des questions tout à fait légitimes. Mais c'est ça pour moi la notion d'élitisme. Et c'est nécessairement paradoxal. Contradictoire même. Je pense qu'il n'y a pas d'art possible sans contradiction. La culture, c'est une façon de résoudre ces contradictions, mais en tant qu'artiste, on est toujours soumis à une contradiction. Sa propre recherche et la diffusion de son travail. On se dit, bon, là, j'ai tenté une pièce, je parle pour un auteur, par exemple, un petit peu proche de mes préoccupations, sans doute elle concernera peu de monde. Maintenant, il faut que je fasse une œuvre plus grand public, non seulement pour me refaire financièrement, mais aussi pour regagner, parce que je m'adresse à tout le monde. Ces attitudes contradictoires sont propres aux artistes, je crois. Et le problème des politiques, justement, c'est de comment faire avec cette contradiction, parce qu'eux, ils sont là
pour démocratiser tout ça. C'est-à-dire, ils sont dans le pour tous. Ils sont pas. C'est là où peut-être la contradiction aussi opère entre nous. Pour prolonger, moi j'aurais envie de vous demander de poursuivre l'éclaircissement d'un certain nombre de notions que vous avez commencé, Philippe Mérieux, parce que j'entends que vous proposez de remplacer la pulsion par le désir, en suivant cela Bernard Stiegler, mais au fond, quand vous employez le mot de demande, qui est un mot qui est importé du vocabulaire de l'économie, du marketing, dont on sait à quel point il peut être utilisé dans certains secteurs de la culture. Non, c'est le marketing qu'il a importé du domaine de la psychologie, de la morale. Alors, justement, sur cette question de demande, est-ce que vraiment c'est la demande qu'il faut encourager, ou est-ce que c'est le désir dont vous parliez tout à l'heure qu'il faut encourager? Est-ce que c'est pas une distinction qu'il convient d'opérer entre l'audience et le public, l'audience relevant précisément de ce que mesure, de cette façon de mesurer la demande, qui est en particulier cette façon de faire des médias électroniques et des chaînes de télévision, le public étant plus traditionnellement celui du spectacle ou celui de n'importe quelle proposition culturelle, c'est-à-dire n'importe quelle offre culturelle qui construit un public et qui ne cherche pas à mesurer par anticipation une demande, qui serait une demande de quoi, pour reprendre une critique souvent faite à cette façon de poser les choses. Quand je dis de construire la demande, c'est bien évidemment pas une demande que l'on peut mesurer par des enquêtes d'opinion en amont pour savoir ce qui correspondrait aux gens. Ça, c'est nier la création elle-même. La création et l'art, c'est ce qui ne répond jamais à ce niveau-là à une demande, par définition. C'est pourtant une chose qui se pratique de plus en plus communément, non pas seulement pour la télévision, mais y compris dans le cinéma. Bien sûr, c'est ce qui se pratique aussi dans tous les domaines, y compris dans la presse, par exemple, construit à partir d'une enquête sociologique. Et on fait comme si, et c'est le principe des enquêtes d'opinion, on fait comme si la solution et ce qui doit être créé était déjà contenu dans la demande comme la noix dans sa coquille. Or, ce qui me paraît caractériser la demande et le désir en matière artistique, c'est que le désir ne dit pas ce qu'il désire. Il faut construire une demande, ça n'est pas simplement analyser la demande pour dicter aux artistes ce qu'ils doivent faire. Il faut rendre les sujets capables d'aller vers, de se remettre en route, de s'émouvoir au sens étymologique du verbe émouvoir, se mouvoir vers. Et je pense que c'est ça qui pour nous est absolument fondamental. Je m'excuse de prendre une comparaison dans le domaine de l'éducation. Je suis vice-président de la région Rhône-Alpes chargé de la formation tout au long de la vie. Qu'est-ce que j'observe dans la formation? J'observe qu'en France, la formation continue, professionnelle ou générale, ne profite qu'à ceux qui ont déjà bénéficié de la formation initiale. Les autres n'y vont pas. Ils ne la souhaitent pas. Ils ne la demandent pas parce qu'ils ne la connaissent pas. Ils n'entrevoient pas l'ombre du début, du commencement, d'une satisfaction et même d'une possibilité qui leur permettrait d'aller vers quelque chose qui est pourtant fait pour eux. Eh bien, je crois que c'est cela qui est à construire. On ne peut pas aller vers quelque chose dont on n'entrevoit pas, ne serait-ce que d'une manière ténue, que cela répond effectivement à un ébranlement intérieur que l'on a vécu. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Denis Podalides sur l'élitisme quand il dit quelque chose peut être pour un tout petit groupe et avoir vocation à être universel. Évidemment, évidemment. Moi, je dis toujours, quand je travaille avec des enseignants, la culture, c'est ce qui relie le plus intime au plus universel et qui, en plus, fait l'impasse sur la psychologie, que je déteste beaucoup, parce que précisément, elle est cette manière de vider le sujet de sa dimension culturelle pour l'emplir d'une dimension instrumentale, et pour le mettre entre les mains de ceux qui le manipulent, au lieu de lui mettre entre les mains des œuvres dans lesquelles il peut se reconnaître et dans lesquelles il peut rentrer en relation avec les autres. Voilà. Alors oui, il faut, je crois, mettre les gens en mouvement. L'école a un rôle absolument central, fondamental. L'expérience artistique à l'école doit permettre à tous les enfants, parce que c'est là qu'ils passent tous, d'entrevoir le type de satisfaction que la culture peut permettre de donner. Et on ne peut pas espérer que quiconque aille vers la culture s'il n'a jamais entrevu le type de satisfaction que la culture peut provoquer à quelqu'un, s'il n'a jamais esquissé en lui cette espèce de jouissance, de bonheur, de moments où on fait corps avec une œuvre parce que cette œuvre est une pensée de quelqu'un en acte dans laquelle
avec laquelle on adhère et qui nous remet à la fois face à nous-mêmes et face aux autres, qui nous rend à la fois intelligents, parfois heureux, parfois malheureux, mais en tout cas avec un rapport au monde qui en est radicalement changé, qui en est plus lumineux, même si c'est dans la nuit et même si la lumière passe parfois par le fait de devoir contempler le crépuscule. Mais cette demande-là, je m'excuse de le dire avec une certaine insistance, il faut quand même accepter le fait qu'une grande partie de la population en est privée. C'est-à-dire qu'une grande partie des jeunes que je connais, moi, un jeune sur 10 en France entre 16 et 25 ans est sans formation ni emploi, il est en galère, il rouille au pied il passe 5, 6, 7, 8, 9 heures ou 10 heures par jour devant YouTube World of Warcraft. Il n'a jamais eu la possibilité de rencontrer ce type de satisfaction extravagante, ce type de verticalité un peu fabuleuse, ce fait fabuleux, comme disait René Char en parlant, et il ne sait pas que ce fait fabuleux est possible pour lui et qu'il peut ça peut être quelque chose qu'il peut partager avec d'autres, et je crois qu'il y a un vrai devoir des politiques culturelles à faire découvrir ça. C'est pas construire, c'est pas imposer aux artistes de construire des œuvres à partir de... C'est comme le scandale, je m'excuse, des enquêtes d'opinion. Enfin, une enquête d'opinion qu'on nous vend aujourd'hui pour un débat démocratique. Enfin, par définition, l'enquête d'opinion est une photographie de ce que les gens pensent. Un débat démocratique, c'est un moment où on parle pour penser différemment à la fin de ce qu'on pense au début. Bon. Alors, prendre les enquêtes d'opinion pour des débats démocratiques, c'est nier le débat démocratique. C'est penser que les gens n'ont pas besoin... Et je pense que, de la même manière, photographier la demande d'aujourd'hui pour en faire la prescription de l'art de demain est une absurdité. En revanche, entendre le fait qu'il y en a qui n'ont pas été capables de construire une demande en direction de l'art et leur proposer des expériences à partir desquelles ils peuvent construire cette demande et entrer effectivement dans ce que vous appelez le désir, je pense que c'est important. Je crois que c'est indispensable et que nous n'avons pas fait beaucoup de progrès là-dessus, je m'excuse de le dire. Denis Podalides. Moi, je pense aussi, je vais comme ça me passer une question, je me dis, comment, imaginons que vous soyez ministre de la Culture, ça pourrait arriver, après tout, justement, par quoi vous commencez, sur qui vous allez vous appuyer, c'est pas forcément des noms, je ne demande pas des noms, mais encore que je pense aussi que la question de la culture commence à partir du moment où il y a des noms, quand on ne dit plus les artistes, mais quels artistes. Et là, on tombe dans des contradictions très profondes, parce que vous avez des gens qui disent, mais moi, toutes ces émotions dont vous me parler du désir, j'en ai pour la série Lost. Voilà, ça comble mon désir. Vous êtes un peu embêté parce que vous sentez qu'il y a un énorme... Après, il y a le problème, c'est qu'il y a toute la hiérarchie des arts et à l'intérieur des arts, la hiérarchie des œuvres. Et ça, on rentre dans des... C'est-à-dire, quand vous êtes ministre de la Culture, par quoi vous allez commencer ? Où est-ce que vous allez répartir l'argent pour donner ce sentiment que, oui, vous agissez pour la culture. Ma question est... On peut aller plus loin et dire d'une certaine façon que ce fait fabuleux dont vous parliez en citant René Char, on peut aussi tomber dessus par hasard sur YouTube, Philippe Mérieux. Je crois qu'on peut tomber dessus par hasard sur YouTube. Moi, je ne suis pas capable de répondre d'une manière détaillée à la question de Denis Podalides. Je ne suis pas un spécialiste à proprement parler des politiques culturelles. Je crois néanmoins que quand il parle de Lost ou quand il parle de Mademoiselle Âge tendre, qui tire chaque semaine plus que le prix Goncourt une fois par an, je pense qu'il faut effectivement se donner un certain nombre, on va dire une morale provisoire. Une morale provisoire qui consiste à, pour moi, mais je parle un peu en amateur, au beau sens du terme ici, consiste à placer l'exigence dans ce qu'elle a de plus fort, et y compris parfois de plus épuré, au cœur de la politique culturelle. Je dirais volontiers, mais c'est une définition très approximative, que pour moi, la culture, c'est l'entrée dans la culture, c'est l'entrée dans le symbolique, c'est-à-dire dans la capacité de se représenter absente. Et vous savez, le premier symbolisme, c'est celui de l'enfant qui joue avec une balle, elle part sous le canapé, et il pense que la balle n'existe plus parce qu'il ne la voit plus. À cet égard, d'ailleurs, ce qu'on appelle le stade de la conservation de l'objet chez Piaget, il y a un certain nombre d'adultes qui n'ont pas encore construit ce stade, parce que quand vous n'êtes plus dans leur champ de vision, vous n'existez plus à leurs yeux. Mais justement. Donc le stade du symbolique, c'est la capacité à se représenter quelque chose qui n'est pas là. Et pour moi, le symbolique, c'est toujours, quand je parle d'épure, c'est toujours quelque part le moins de dépenses
possible pour le plus d'effets utiles. Et d'effets utiles en termes de la portée psychologique et mentale et de la portée de lisibilité du monde que ça peut avoir. Voilà. Je vais dire des choses qui vont sans doute vous paraître très caricaturales, mais pour moi, la culture, le contraire de la culture, c'est l'obscénité. Et le summum de l'obscénité, c'est le futuroscope. C'est quoi le futuroscope? On vous assoit au futuroscope dans une salle, on vous met un siège qui est monté sur vérin hydraulique. Dans cette salle, vous avez un écran à 360 degrés et on vous projette sur cet écran un film qui vous fait descendre un rapide dans les montagnes rocheuses. Comme votre siège est monté sur vérin hydraulique, vous bougez comme bougerait le canoë-kayak, et comme on veut accentuer encore les effets, on vous projette, on vous vaporise un peu d'eau au moment où vous ressentez les vagues, et puis éventuellement même on vous met quelques cris autour de vous, vous avez un son surround, avec des haut-parleurs de tous les côtés. On est quand même loin du no japonais, où pour faire l'orage, on lève un petit doigt. Alors, entre le futuroscope d'un côté et le no japonais de l'autre, il y a probablement une multitude de gradations, et j'accepte bien volontiers qu'il faut que chaque gradation ait sa place. Mais je pense que si une politique culturelle a à faire des choix, elle a à aller du côté plutôt du no japonais que du futuroscope. C'est-à-dire de ceux et celles qui cherchent à dire le plus avec le moins d'effets inutiles, et le mot effet est à prendre ici au sens propre, faire de l'effet, plutôt qu'à ceux qui utilisent le plus d'effets pour dire le moins. Et je crois qu'il y a, dans un certain nombre de manifestations culturelles, un maximum d'effets pour dire le moins de choses possibles. Alors, quand je dis ça, c'est une ligne de conduite, c'est un principe régulateur, c'est pas une politique au sens propre du terme. Maintenant, si Denis Podalides me demande si il fait partie des gens qui sont sur cette ligne-là, moi je dirais oui. Moi j'ai appris ça de gens qui aujourd'hui sont pas en odeur de sainteté parce qu'ils paraissent ringards, les compagnons routiers du théâtre de Léon Chancerelle. Je crois qu'ils avaient déjà compris des choses comme ça, parce qu'ils avaient déjà compris ce que c'était que le décor, par exemple. Ils avaient déjà compris qu'un décor, c'était pas forcément de l'imitation du réel, à une époque où c'était l'imitation du réel qui était dominante, mais que c'était du symbolique, que le symbolique pouvait se mobiliser, et que tout ce travail qui a abouti évidemment à la création d'Avignon, tout ce travail qu'on a vu se développer, c'est les grands metteurs en scène et ceux qui encore inventent cette symbolique et cette force symbolique d'un discours qui nous ébranle profondément dans la pensée, c'est cela qui, je crois, pour moi, mérite aujourd'hui le nom de culture et qui doit être l'objet d'une vraie politique culturelle. Je dis ébranler la pensée. Moi, il y a des spectacles, j'ai vu des spectacles ici à Avignon qui m'ébranlent. C'est-à-dire que ma pensée est mise en route par ce spectacle. Il y a quelque chose advient de l'ordre de l'événement, j'en sors ébranlé. Il y a d'autres spectacles que je trouve beaux, que je trouve bien faits, qui ne m'ébranlent pas. Voilà. Et moi, je crois à la culture qui ébranle les individus et qui les fait penser dans un monde où le pulsionnel systématique pratique plutôt l'empêchement de penser. Et je crois qu'il y a là un enjeu culturel qui est l'enjeu majeur. Mais après, opérationnaliser, si vous me dites qui il faut soutenir et comment il faut distribuer l'argent, je ne sais pas trop. Je dirais volontiers travailler sur les médiateurs en ne les méprisant pas. Ça, c'est très important, je crois. Voilà. Je crois que la question des médiateurs, c'est une question centrale. C'est ceux, notamment, qui informent les politiques de ce qui se fait, de ce qui se fait de bien, qui se fait de moins bien, et qu'il faut peut-être aider plutôt tel artiste, telle tendance, tel lieu, plutôt que tel autre. C'est comment aujourd'hui se repérer dans le dédale qu'est la culture, les arts aujourd'hui. On a même le sentiment qu'il y a plus d'art qu'il n'y en avait. Il y a des arts intermédiaires, des arts des plasticiens. Je ne connaissais pas ce mot, moi, quand j'avais 20 ans, un plasticien. J'aurais pensé que c'est quelqu'un qui travaille le plastique. Et je sais, parfois, j'ai beaucoup de mal à me repérer. C'est pour ça que j'aime beaucoup le festival d'Avignon, en ce moment, tel qu'il est depuis quelques années, parce qu'il m'a fait découvrir un nombre d'artistes considérables, dont je n'avais absolument nulle idée. Parfois, il y a eu des erreurs. C'est pas des erreurs, je dis des échecs, parce que l'échec est déterminant en art. On ne peut pas ne pas échouer. Il faut aussi, justement, une politique culturelle, c'est celle qui est aussi parfois intègre l'échec, la non-rentabilité, l'échec à court terme, mais peut-être aussi, parce que je me souviens que Pina Bausch, au début, c'était rappelé dans le texte que je lisais hier, était sifflé et n'intéressait qu'un nombre extrêmement réduit de gens. Maintenant, Pina Bausch, c'est aussi grand que Béjart. Enfin, voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est les médiateurs, ce sont les gens. J'ai la mémoire de Bernard Dort,
dans le théâtre, des gens qui étaient des relais comme ça entre les artistes, les metteurs en scène, les politiques, et qui parfois ne pouvaient pas occuper la place du politique. C'est là où la place du politique, elle est parfois très compliquée, parce qu'il va faire beaucoup de déçus. Et au nom sur quels critères il va s'appuyer pour avoir le courage de décevoir certains, pour en valoriser d'autres. Je pense aussi justement la politique du Festival d'Avignon. Quelquefois, je me dis, est-ce que c'est une politique, c'est-à-dire des choix d'artistes, et forcément qui en éliminent d'autres. Et alors, quels sont les critères? Et là, c'est très compliqué. C'est là où nous, artistes, on est rassurés. Moi, je suis finalement, même si, bien sûr, je pourrais pas avoir de réponse concrète de vous, mais vous détenez certains concepts, comme notamment le concept du symbolique, qui me rassure. Je me dis, bon, si vous êtes capable de ne pas oublier quelqu'un qui est absent, je serai capable de vous parler de quelqu'un qui est encore plus loin, plus acte. Et si vous faites confiance à cette personne-là, vous allez peut-être pouvoir aider cet artiste. Cette conscience symbolique, alors, c'est avoir les bons médiateurs. Mais ces médiateurs-là, notamment un grand médiateur, c'est les enseignants. La dévalorisation du métier d'enseignant. Moi, je suis fils d'enseignant. Je l'ai vécu comme aussi faisant partie de cette dépression. Je pense évidemment à la dépression du service public. Pardon, Sylvain. Non. Mais je voulais justement interroger Philippe Mérieux, mais conclure aussi, parce qu'on arrive au terme de cette discussion, et je voudrais que vous ayez le temps de venir sur cette question de l'éducation, parce que c'est probablement aussi un débat qui traverse l'intérieur de la gauche. Et connaissant vos travaux, Philippe Mérieux, sur la question, vous parliez tout à l'heure d'expérience artistique. Vous n'êtes pas sans ignorer la façon dont les choses ont pu évoluer 20 ou 30 dernières années, et l'écho qu'on peut retrouver de ce que décrivait Denis Podalides dans le monde de la culture à l'intérieur du monde enseignant. La difficulté que des gens qui défendent les politiques pédagogiques que vous défendez ont eu à instituer dans l'enseignement en France des types d'expériences artistiques qui encouragent la création, par exemple. Je pense à l'échec qu'a pu constituer l'invention d'une épreuve de création littéraire au baccalauréat, aux résistances que cela provoque dans le corps enseignant, à cette faculté de conservation très très forte que peuvent avoir les enseignants, et surtout peut-être à gauche dans ce pays, pour protéger cette relation de maître à élève qui empêche véritablement de tenter des expériences artistiques par les élèves comme elles peuvent avoir lieu ailleurs, dans d'autres pays. On le sait, on le connaît, on a une tradition d'enseignement qui ne va pas dans ce sens-là, et visiblement on a beaucoup de mal à changer ça. Comment vous envisagez les choses de ce point de vue dans l'articulation entre politique culturelle et politique de l'enseignement? Je vais essayer de répondre, c'est un peu difficile et long dans le détail, mais d'abord dire mon plein accord avec Denis Podalides sur l'importance des médiateurs, dire que parmi les médiateurs, il y a évidemment toutes les personnes qu'il évoque, il y a les enseignants, il y a aussi une foule de gens, on en oublie certains naturellement, les parents sont des médiateurs quand ils amènent leurs enfants à la bibliothèque et qu'ils les aident à lire des livres et à des beaux livres de littérature de jeunesse. Pour des enfants qui ne resteront pas collés devant l'écran de l'ordinateur et les jeux vidéo. Lire c'est bien, mais écrire des nouvelles aussi. Non, mais écrire des nouvelles, c'est extraordinaire, et je suis un des grands défenseurs, et je me suis beaucoup battu il y a de nombreuses années pour faire de l'expérience culturelle à l'école quelque chose de fondamental et qui est au cœur de tous les dispositifs. Ça n'a pas été facile, hein. Quand en 98 j'ai proposé de mettre en place des ateliers culturels dans les lycées professionnels, on m'a dit mais les élèves de lycée professionnel, ils vont quand même pas se mettre à faire du théâtre, la culture c'est pas pour eux. Et quand j'ai proposé toujours en 98 de mettre dans les lycées professionnels une initiation pour ces élèves à la philosophie, on m'a dit mais vous n'y pensez pas, la philosophie c'est fait pour couronner l'enseignement général, les élèves de lycée professionnel, bon c'est vrai la vie, l'amour, la mort ça les concerne un peu, mais quand même pas la philosophie, et en plus vous n'allez pas leur faire du théâtre. Nous sommes quand même dans cette logique-là. Qui étaient les gens qui vous disaient ça? Qui étaient les gens qui vous disaient ça? Ah ben qui vous répondaient ça? Un certain nombre de groupes de pression importants qui ont fini par remporter le morceau. Puisque quand nous avons proposé la mise en place des ateliers d'expression artistique en lycée professionnel et des cours de philosophie en lycée professionnel, on nous a dit, alors citons-là, l'association des professeurs de philosophie de l'enseignement public nous a dit la philosophie c'est le couronnement des études générales, ça n'a rien à voir avec l'enseignement professionnel. Il y a un tiers des jeunes bacheliers qui sont privés de réflexion sur la vie, l'amour, la mort, ça n'est pas grave puisqu'ils ne sont pas passés par l'enseignement général et qu'ils ne sont pas dignes d'accéder à la réflexion philosophique. Il faut quand même savoir que cette forme d'élitisme-là existe en France
aussi encore aujourd'hui, et qu'elle a besoin d'être combattue parce qu'il y a quand même une ségrégation assez importante qui existe dans le pays. Donc les médiateurs, ils sont partout. Ils sont aussi, et c'est important, Denis Podalides, dans les amateurs d'art au sens le plus large, qu'ils soient plasticiens, qu'ils soient tout ce qu'on veut. C'est vrai que les politiques culturelles ont beaucoup souffert dans ces dernières années. C'est vrai qu'en matière culturelle, l'aide, par exemple, au théâtre amateur a été quand même ce qui a le plus souffert, moins 46% en 2010, alors que le reste des politiques culturelles sont restées stables ou n'ont baissé que de moins de 10%. Et donc nous sommes là devant aussi des médiateurs, qui sont des médiateurs absolument essentiels, non pas pour cultiver l'amateurisme au mauvais sens du terme, mais pour permettre d'accéder progressivement. Et il y a tout en France une philosophie implicite de gens qui considèrent que la médiation, c'est pas digne, que la médiation, c'est une sorte de déchéance, que ceux qui n'entrent pas spontanément en sympathie avec l'acte de culture ne sont pas dignes d'y accéder, et que accompagner vers, ce qui est le rôle étymologique du pédagogue, celui qui accompagne, c'est pas vraiment quelque chose de noble, que ça n'a pas la noblesse qu'a la communication et la complicité spontanée avec une œuvre artistique dans le cadre d'une saine distinction bourdivine qui fait que l'on maîtrise le capital culturel et qu'on peut ainsi le partager. Non, je crois que la médiation est absolument essentielle. Alors, les enseignants sont des médiateurs. Que faire aujourd'hui? Ce serait très long. Redonner à l'expérience artistique à l'école une place absolument centrale, bien évidemment, une demi-journée. Moi, je crois... Pardon, oui, excusez-moi, parce que comme je n'ai pas de quoi noter, je pense c'est redonner peut-être surtout à l'enseignant la dignité, une certaine dignité perdue là-dessus. C'est pas forcément en associant à l'enseignant un acteur ou un metteur en scène qu'on va véritablement l'aider. Je pense que c'est aussi à l'enseignant de le faire. Moi, j'ai fait du théâtre avec des professeurs de lettres qui aimaient le théâtre et ils en parlaient très bien en tant qu'amateur. Oui. J'ai eu aussi, d'ailleurs, j'avais plus d'affinité avec mon professeur qu'avec le responsable théâtre, curieusement, d'une certaine manière. Je pense que tout part d'une certaine dignité de l'enseignant. Moi, une mesure qui me semblerait très importante, ce serait une revalorisation salariale de l'enseignant. Oui, mais je pense que je pense que personne ne sera contre. Pas les enseignants eux-mêmes, mais peut-être vous enlevez cet argent-là peut-être à des théâtres et vous le donnez aux enseignants. Alors, 20 ans après, non, mais évidemment. Alors, non, c'est pour éviter aussi le saupoudrage. On a souffert de ça. Pardon, excusez-moi, Monsieur Mérieux. Non, je vous en prie. J'ai eu un moment, je sais plus sous quel ministère, l'idée tout le monde est un artiste, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde partout, il y a des compagnies partout, il faut les aider tous. Et alors après, c'était d'abord très très difficile de se repérer parce qu'on ne pouvait pas non plus donner à tous, mais ensuite beaucoup ont eu très peu. Et ils ont fait avec très peu, et ils ont fait pas grand-chose. Et après, tout ça se perd, et finalement, on se dit, regardez, on donne trop d'argent à la culture, regardez, les intermittents, c'est tous des nuls. Et vous engagez une suite de malentendus gigantesques. Et je me dis, en donnant comme ça à l'enseignant de lettres le moyen et la dignité et la confiance en lui-même dans la transmission qu'il fait, ça aidera beaucoup à la culture. Oui, avec deux réserves, si je peux me permettre, mais très brièvement. Oui. La première, ça n'est pas réservé aux enseignants de lettres. Je pense que la culture scientifique et technique est aussi une vraie culture. C'est vrai, bien sûr. Non. Et je pense qu'il faudrait pouvoir dire que l'apprentissage de la loi de Joule peut se faire d'une manière Qu'est-ce que c'est la loi de Joule Qu'est-ce que c'est la loi de Joule E égale RVI, peu importe. E égale RI. Non, je dis... L'apprentissage du théorème d'Archimède ou de la loi de Joule, qui est une loi physique, ça peut se faire comme la transmission d'une espèce de tranche de savoir sédimenté dans une pédagogie bancaire pour passer des examens sur un parcours du combattant, ou ça peut se faire en tentant de donner à l'élève la capacité d'entendre en quoi la loi de Joule était un acte émancipateur qui a permis à un moment donné de comprendre le monde et qui a permis à Joule de proposer un modèle qui a dépassé des modèles qui existaient jusqu'à présent. Et donc je crois que ce n'est pas simplement les professeurs de lettres, c'est tout le savoir humain qu'il faut être capable de présenter comme culture, parce que c'est tout ce savoir humain qui est émancipateur. Mais si je me permets de dire ça, et je vais juste dire un mot, c'est parce que ceci
et Denis Podalides y sera peut-être sensible, est quand même très largement contradictoire avec ce qui nous est servi aujourd'hui dans la fameuse théorie de l'enseignement par exclusivement des compétences. Et qu'il y a une espèce d'alliance aujourd'hui d'une sorte d'idéologie néolibérale avec un modernisme managérial, une conception très européenne au CDE de l'enseignement qui fait que dès lors que les choses ne sont pas quantifiables par des comportements qui peuvent être identifiés, repérés, etc., alors ça ne vaut pas la peine d'être formé ou d'être enseigné. Et il faut quand même savoir que l'hégémonie des tests internationaux, l'hégémonie des livrets de compétences, l'hégémonie de tout ce qui réduit les objectifs de l'enseignement à de l'observable, quantifiable, immédiat, c'est l'hégémonie de tout ce qui, à terme, va détruire la dimension culturelle des savoirs en ce qu'elle a d'émancipateur, parce qu'elle est ce par quoi l'autre, celui à qui l'on enseigne, non pas s'approprie simplement un savoir-faire qui lui permet de passer un examen, mais entre dans une dynamique par laquelle il devient lui-même un homme ou une femme de culture. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser, sous-estimer aujourd'hui, non pas un complot, il n'y a pas de complot au sens, mais ce que j'appellerais au sens de Castoriadis une conspiration, c'est-à-dire ça respire ensemble. Vous savez, ça respire ensemble. Les savoirs, c'est des biens, ça s'évalue. Tout ça se contrôle, tout ça c'est quantitatif, c'est le pilotage par les résultats, tout ça c'est des livrets de compétences, tout ça c'est l'ERT, tout ça c'est l'OCDE. Et alors, petit à petit, tout ça nous enserre, et petit à petit, nous sommes assujettis à ne plus enseigner, à ne plus que reproduire ce qui est directement évaluable par des épreuves qui relèvent du behaviorisme, c'est-à-dire la théorie du comportement la plus élémentaire et la plus archaïque, avec la négation de la boîte noire et avec à terme l'abolition du sujet. Parce que c'est ça qui est au bout, c'est l'abolition du sujet. Le pilotage par les compétences et la réduction de l'homme à des critères d'employabilité, c'est-à-dire de variables d'ajustement de l'économie, et non pas l'accompagnement d'un être pour qu'il devienne un être de culture dans une dynamique où il se construit lui-même en rentrant en relation avec les autres. Et si je me permets d'être un peu véhément là-dessus, c'est parce que nous n'avons pas vu venir suffisamment, me semble-t-il, cet enserrement des systèmes de contrôle qui déculturalisent, excusez-moi de dire les choses avec un terme un peu un néologisme qui, à mon avis, est pas pertinent, qui déculturalise les savoirs pour les réduire à des objets de commerce simplement utiles dans la pédagogie bancaire pour passer les examens à court terme. Et c'est un vrai débat, celui-là, c'est un vrai combat. Merci. On est déjà très très en retard. Je vais proposer de faire circuler un micro, qu'on prenne 3 ou 4 questions groupées et qu'on propose à Philippe Mérieux et Denis Podalides d'y répondre. Pas qu'on parle là. Ah, c'est difficile de poser des questions quand j'ai envie de faire que des commentaires, mais bon. Ah non, s'il vous plaît, pas de commentaires. Non, je ne vais pas faire de commentaires. Des questions courtes. Merci. Juste une petite citation de Rancière pour reprendre ce que disait Philippe. Tout ce qui n'émancipe pas abrutit. Pour resituer le débat sur la question de l'artiste et... Oula, ça l'arsène à max là. Je sais pas si c'est la théorie de Joule ou je sais pas quoi, mais là, au niveau du micro. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il faut que je peux le parler comme ça, oui. Vous allez finir sourd. Hein. Alors, je m'adresse à la fois à l'artiste, qui est Denis Podalides, et au politique, enfin qui n'est pas que politique, qui est Philippe Mérieux. Ça va opposer ou pas, je dis bien, l'artiste et le politique. La question qu'on a aujourd'hui dans l'art et dans la politique, c'est que ici, là, dans ce forum, on est tous en train de dire « Ah, l'artiste doit prendre le risque de ne pas plaire. » Parce que c'est vrai, si on se met à plaire, on fait plus du public un public émancipé, on en fait un client. On est d'accord? Effectivement, on revient à toute la logique bancaire. Mais alors, on est en face de quoi, là? On est en face de politiques, et j'en fais partie, parce que je suis à Europe Écologie aussi, enfin, je suis militante, mais qui doivent, eux, prendre aussi le risque de déplaire. Et là, ça coince un peu, parce que, en fait, on se rend compte de quoi? C'est que la politique, par tout le système électif, c'est quoi? C'est justement plaire. Alors, comment on va faire pour faire se rencontrer des gens dont le métier c'est de plaire, avec des gens dont le métier c'est de déplaire? Merci. Une deuxième question? Non? Oui, je crois, monsieur, un peu plus haut dans l'allée.
Oui, tout à l'heure, Denis Podalides, Philippe Mérieux vous a posé une question en tant que politique, que feriez-vous et pourquoi ne vous parlez pas de ce que vous avez mis en place sur justement l'apprentissage par rapport à l'obligation d'ateliers culturels? Troisième. Oui, je partageais absolument les développements, les points de vue de M. Philippe Mérieux sur ce qui s'est dit précédemment, à la nuance près que je ne suis pas sûr qu'on n'a pas vu venir cet enserrement. Je ne suis pas sûr qu'on n'a pas vu venir cet enserrement. Enfin, ça, c'est un débat, peut-être secondaire, mais ce qui permettrait de rebondir, sur demain, c'est quelle piste seriez-vous, développer pour explorer ce qui va faire que cet enserrement ne va pas être maintenu, voire encore accru. Merci. Allez, dernière question alors. Juste un mot à... Il est très tard, c'est pour ça. Oui. Une suggestion à Philippe Mérieux, s'il n'y a pas trop de Larsen, c'est la loi du Larsen, ça c'est pas Joule. Vous n'avez pas répondu à la question, si vous étiez ministre de la Culture, que feriez-vous vraiment? J'ai senti comme une hésitation dans la réponse. Je vous suggère de répondre sérieusement que s'il faut de l'art, il faut des artistes. S'il faut de la médiation, il faut des médiateurs. S'il faut de l'éducation, il faut des éducateurs. Et donc que la question centrale, c'est la question de la formation, qui a été abandonnée, méprisée, cassée, démolie ces dernières années dans tous ces domaines, et qui y aurait à faire, dans les 10 ans qui viennent, un plan Marshall de la formation pour que tout ce qu'on raconte ici ait un sens et se transforme en réalité. Juste un mot, mais je vais être très bref parce que je sais que le temps nous est compté. Effectivement, répondre à la question, moi, j'ai pas souhaité mettre en valeur le travail que je fais, qui est relativement modeste, mais pour Denis Podalides, ça l'intéressera peut-être. Moi, je suis responsable à la région Rhône-Alpes de la formation tout au long de la vie, et vous savez que les prérogatives des régions en matière de formation, c'est ce qu'on appelle très joliment dans la loi les publics résiduels. Les publics résiduels, ce sont ceux qui sont non pas employés, qui n'ont pas droit à une formation payée par l'employeur, qui ne sont pas chômeurs indemnisés, donc qui n'ont pas droit à formation payée par Pôle emploi, qui sont dans la nature, ils font rien, ils sont soit chômeurs en fin de droit, soit personnes n'ayant jamais travaillé, soit personnes ayant interrompu leur emploi depuis extrêmement longtemps et ne pouvant pas en retrouver un tout de suite. La région Rhône-Alpes dépense 600 millions par an pour former ces publics. Et ce sont des formations qui sont pour l'essentiel des formations professionnelles de caristes, de plombiers. J'ai simplement demandé à ce que dans chacune de ces formations, il y ait l'obligation d'un partenariat avec une structure culturelle de la région. Et ce partenariat représente environ 10% du budget global de la formation. Ce partenariat, nous ne l'imposons pas, c'est-à-dire que chaque structure de formation va avoir un partenariat du type de ce qu'il souhaite, mais ces personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi, sont les plus éloignées de la culture parce qu'ils ont en général pas eu une formation initiale, même élémentaire, ces jeunes entre 16 et 25 ans qui sont complètement en galère, nous proposons que rien ne se fasse avec eux qui n'ait une dimension culturelle, qui ne leur permette de rencontrer à un moment ou à un autre la culture. Et je pense que l'argent qui est dépensé là, c'est beaucoup d'argent, parce que 10% de 600 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Cet argent qui est dépensé là, c'est de l'argent pour la culture, c'est de l'argent pour les artistes, et c'est pas, j'ai été obligé un peu de le dire à certains artistes avec qui j'ai travaillé, c'est pas de l'argent sale. Voilà. C'est de l'argent qui va permettre à tous et aux gens les plus loin de l'univers culturel de découvrir qu'ils n'en sont pas exclus. Et puis bien sûr, la question de la formation et du partenariat. Il y a eu de belles choses qui ont été faites entre l'éducation nationale et la culture. Jean-Gabriel le sait. Il y a eu de très belles choses qui ont été faites. Je crois que beaucoup a été abandonné. J'ai une petite réticence à l'égard de ce qu'a dit Denis Podalides sur l'utilisation de l'argent et la question du saupoudrage. On dit souvent qu'il ne faut pas saupoudrer. Moi, je crois que de temps en temps, c'est-à-dire que si on donnait 1 000 € par an et par classe pour des activités culturelles, ce serait du saupoudrage. Mais 1 000 € par an et par classe, ce qui correspond à 0,4% du budget de l'éducation nationale pour les activités culturelles, ça permettra déjà à tout collectif d'enseignants d'engager quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignant qui veut faire une activité culturelle, le plus souvent, c'est sur sa poche qu'il le prend. C'est en courant à droite à gauche pour avoir un car, pour amener des élèves quelque part. C'est la croix et la bannière. On lui pose des problèmes techniques. On le transforme en mendiant. On l'oblige à tendre la sébille auprès de divers organismes. Je crois qu'il faut amorcer la pompe.
Oui, allez, 1 000 euros, moi je dirais pour les prochaines présidentielles à tous les candidats, 1 000 euros par an et par classe pour les activités culturelles. C'est pas énorme, mais c'est un petit saupoudrage qui amorcera la pompe. Moi je parlais du saupoudrage pour les compagnies ou oui. les entreprises artistiques. Non, là ce que j'entendais aussi, c'est que c'est à vous, quand vous avez les responsabilités qui sont les vôtres, ou celles des politiques, de pratiquer la démocratisation culturelle. Et ça n'est pas aux artistes. Il y a une idée qui me travaille depuis que je fais partie pas seulement aujourd'hui, mais que je savais que je faisais partie de ce débat, c'est que la culture, d'une certaine manière, ne regarde pas les artistes. Moi, je ne me sens pas un homme de culture. En tant que spectateur, en tant que lecteur, je me sens un homme de culture. Mais pour moi, la culture, c'est ce que je reçois. En tant qu'artiste, disons, je donne. Et la culture, ça ne doit pas être ma priorité. J'ai l'impression que dans les 20 dernières années, on a demandé aux artistes de s'occuper de ça, de démocratiser leur propre travail, de le rendre utile, et de se rendre utile, pour justifier les sommes qu'on dépensait pour eux. On dit on vous donne tant, maintenant on vous a donné des lieux, on vous a donné des théâtres, alors rendez-vous utile, allez dans les classes, allez expliquer. Ce n'est pas condamnable non plus, mais c'est pas l'essentiel du travail de l'art. Il y a des artistes qui peuvent continuer à travailler dans leur tour d'ivoire. C'est tout à fait légitime. C'est pas parce qu'un artiste est dans sa tour d'ivoire qu'il méprise les gens, le peuple, son public. Non, il travaille à son art. Et quelquefois, ce n'est pas de son ressort ou de sa responsabilité d'aller expliquer ce qu'il fait. Merci Denis Podalides, Philippe Mérieux. Mais j'ai tellement entendu ça. Je vous indique qu'à 15h45, à 15h45, à la table ronde, Jean-Michel, il y aura au premier étage un débat entre Laurent Hénard, qui est le secrétaire général du Parti radical, et Mathilde Monnier, la directrice du CDN de Montpellier. Et puis, ici, dans cette salle, un débat entre Martine Aubry, candidate à la primaire pour l'élection présidentielle, et Christophe Honoré, écrivain et réalisateur. Non, mais on est déjà super en retard. En train de...